Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Texama Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news cette semaine-ci, notamment avec le fait que, évidemment, AMD a annoncé ses Ryzen 7000 et ils ont été testés cette semaine-ci. Nous avons aussi Intel qui a annoncé leur 13e génération, qui a montré quelques chiffres de performance à prendre avec des pincettes comme d'habitude. Nous avons aussi les GPU Intel qui arrivent. Nous avons Stadia qui est finalement mort, malgré le fait qu'ils avaient dit que non, c'est toujours d'actualité Stadia. Non, c'est mort officiellement maintenant. Et pas mal d'autres actualités que vous aurez dans la description ainsi que sur la barre de lecture. N'hésitez pas à sauter vers le sujet qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite. Aussi au passage, je vous invite à regarder une nouvelle série de vidéos que je fais en collaboration avec French Hardware sur la chaîne RTBFXP. Cette série a pour but de parler tech pour information, tester des choses qui sont souvent dites par les constructeurs, tester un petit peu comment faire certaines choses en rapport avec un PC. Donc par exemple, le premier épisode, c'est comment nettoyer son PC et on regarde tout ce qui est souvent recommandé et on regarde surtout ce qui marche en testant tout en fait. Il y aura plein de vidéos comme ça avec tout ce qui est en rapport avec la tech. Ce sera tous les vendredis. Vous avez un lien dans la description vers le premier épisode pour que vous puissiez en juger. Merci d'avance si vous regardez ça. Évidemment, la plus grosse news de la semaine, c'est le fait que nous avons plein de processeurs. Littéralement, les Ryzen 7000 ont été testés. J'ai fait un test personnellement. Vous l'avez dans le petit i au-dessus à droite, si je pense à le mettre par là, voilà plutôt. Et du coup, j'ai testé le 7600X, qui est un processeur assez intéressant. C'est juste que le prix n'est pas juste correct pour le moment. Comme certains l'ont précisé dans les commentaires, c'est vrai que AMD a tendance à sortir leur processeur un peu cher, et puis après, le prix s'ajuste et ça devient plus intéressant. Le 5600X, quand il était sorti, n'était pas intéressant. Maintenant, il est à 220 €. Il est très intéressant, selon moi, et ainsi que le 12600K. Dans tous les cas, nous avons aussi les 7950X et 7900X, ainsi que 7700X qui ont été testés. Pour moi, honnêtement, le 7700X n'est pas très intéressant. Malgré le fait que je l'utilise dans ma config, j'en ai un pour ma config, donc c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais réellement, c'est pas celui qui est intéressant du tout. Il vend du 500 €, c'est un Weaker 16 thread. À ce moment-là, juste économiser ou juste prenez un processeur moins cher qui est plus intéressant. On a aussi le 7900X qui est déjà un peu plus intéressant, mais je dirais qu'honnêtement, pour moi, je vois surtout des gens qui vont aller directement vers le 7950X, qui est réellement, à l'heure actuelle, le processeur de consommateur le plus puissant qui existe. Donc, ce serait celui à prendre. Il dépasse le 12900K sans problème, surtout en multitâche. Donc, ouais, vous avez plein de reviews qui sont sortis. Vous avez Cocotland que je recommande toujours. Vous avez aussi Comptoir de Hardware en français pour ceux qui seraient intéressés. N'hésitez pas à les checker. En plus, comme vous pouvez le voir, ils ont pas mal de CPU. Ils ont le 7900, Comptoir Hardware le 7950. En réalité, si vous regardez les deux tests, vous pouvez voir tous les chiffres de performance des deux CPU, des 4 CPU. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ça, je ne vais pas en parler plus que ça. Allez voir des reviews si vous êtes intéressé ou allez voir le test du 7600X. Je parle assez bien de ce que ça vaut selon moi de cette génération d'AMD. Le gros problème aussi, c'est les prix, pas juste du CPU, c'est le prix des cartes mères qui est très cher à l'heure actuelle. Les cartes mères AM5, vu qu'on n'a pas encore du B650, valent facilement plus de 300 €. Donc c'est extrêmement cher. Du coup, pour le moment, pas le plus intéressant, à part si vous voulez vraiment un truc ultra haut de gamme et ultra genre future-proof. Du coup, du côté d'Intel, ils ont aussi annoncé leur 13e génération de processeurs qui vont arriver un petit peu plus tard qu'AMD ici. Ils arriveront du coup en octobre pour information. Et du coup, nous avons plusieurs processeurs annoncés. Nous avons, comme d'habitude, nous avons le Core i9 avec le plus de cœur, le plus de spec. Donc là, maintenant, il est à 8 cœurs haute performance comme avant, mais maintenant, il est passé à 16 cœurs haute efficacité énergétique. Donc, ce sera le 13900K. Nous avons une version F sans la partie graphique, si vous êtes intéressé. Ensuite, nous avons le 13700K, qui est un 16 cœurs, 8 cœurs d'efficacité énergétique plus 8 cœurs haute performance. Donc, c'est basiquement similaire à ce que était le 12900K. Et puis, nous avons le 13600K avec lui 14 cœurs. Donc, c'est 6 cœurs haute performance, 8 cœurs haute efficacité énergétique ici. Et évidemment, vous avez toujours les versions F. Donc, comme vous pouvez voir ici, déjà, un premier truc, c'est que Intel a augmenté la quantité de cœurs sur tous leurs processeurs. Mais après, c'est seulement des cœurs haute efficacité énergétique. Mais selon moi, ce n'est pas forcément un problème parce que ces cœurs haute efficacité énergétique sont surtout là pour les tâches multicœurs, qui n'ont pas besoin d'un cœur très puissant. Vous avez juste besoin de beaucoup de cœurs. C'est un petit peu ce qu'avait voulu faire AMD avec Bulldozer, quand on se souvient au final, mais fait selon moi correctement ici.
un petit peu comme l'ont fait les processeurs mobiles, et ça s'est avéré être assez efficace comme stratégie. Donc là, le truc que je remarque surtout, c'est que le 13600K a 14 cœurs maintenant. Du coup, le 7600X va avoir certainement beaucoup de mal à le concurrencer en fait. Et il devrait coûter le même prix. J'ai déjà continué de recommander, je continue de recommander le 12600K. J'ai encore quelqu'un qui m'a demandé, un de mes amis proches, qui m'a demandé hey, j'ai besoin de faire une config pour autant, qu'est-ce que tu recommandes? J'ai recommandé un 12600K avec de la DDR4, mais évidemment une carte mère avec du PCI Express 5.0 parce que selon moi, c'est le meilleur combat à l'heure actuelle. C'est économiquement viable, c'est pas trop cher et ça vous permet de prendre une bonne carte graphique qui vous durera longtemps. Donc, et vous pouvez toujours rajouter une carte graphique d'ici quelques années, ce sera encore une très bonne config sans problème. Donc, c'est ce que je recommande le plus. Et du coup, là, à mon avis, ça pourrait passer au 13600K. Je dirais juste que ça va dépendre des prix, en fait. Ça va être une guerre des prix. Le 7600X, s'il baisse en prix et qu'il est vraiment moins cher qu'un 13600K, pourrait être la meilleure option. C'est juste qu'il faut que AMD le fasse. Maintenant, si Intel veut couper l'herbe sous le pied d'AMD, ils peuvent sortir un 13600K qui est le même prix ou même moins cher. Et là, ils auront un très bon processeur. Surtout qu'en tenant compte que les cartes mères Intel auront toujours des versions DDR4 qui devraient permettre d'économiser. Et aussi, vous pourrez normalement réutiliser vos anciennes cartes mères en Z690 ou alors utiliser une carte mère d'occasion en Z690, ce qui vous permettrait d'économiser pas mal et toujours avoir l'overclocking. Donc, je pense qu'on va avoir vraiment une petite bataille de processeurs ici très intéressante. Maintenant, qu'est-ce que ça donne au niveau performance? Ils ont donné des chiffres à prendre avec des méga pincettes parce que là... Déjà, il compare au 5950X. Comme vous en doutez, c'est plus vraiment le meilleur processeur d'AMD, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Après, techniquement, si on veut leur donner un petit peu de crédit ici, ils ont annoncé ces processeurs juste après la sortie des nouveaux processeurs AMD, donc techniquement, ils n'étaient pas censés avoir un 7950X sous leurs mains pour faire des tests, en toute logique. S'ils en avaient un, ça aurait montré qu'il aurait récupéré d'une manière pas forcément recommandable, on va dire. Maintenant, il y en a qui vont dire, ben oui, c'est pas très d'actualité ces chiffres-là. En réalité, si vous regardez les chiffres qu'ils invoquent ici, et que vous les ajustez par rapport à la différence qu'on sait, on sait la différence de performance entre un 5900X et un 7900X, et on peut en conclure qu'en réalité, ça va être très serré en fait. C'est fort probable que Intel soit juste au-dessus d'AMD dans les jeux, mais en sacrifiant l'efficacité énergétique dans certains cas. Et dans les tâches multicœurs, il y a de fortes chances que Intel reprend l'avantage, mais juste parce qu'ils ont rajouté des cœurs en fait. Mais ça va être très 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 serré. Il y a aussi des trucs intéressants. Un truc assez intéressant même par rapport au Ryzen 7000, c'est que le 5800X 3D, qui est ce processeur avec un cache 3D assez important, dans certains cas, arrive toujours à battre un Ryzen 7000. Ce qui est assez marrant quand même. Et pour information, il y a des Ryzen 7000 avec un cache X3D qui doivent arriver. Donc cela devrait être très intéressant pour les performances dans les jeux vidéo. Donc pour ceux qui ne sont pas encore tout à fait décidés de changer de config, ça peut être intéressant d'attendre. Et apparemment, ils vont en sortir plusieurs cette fois-ci plutôt que juste un Wicker. Donc, yep. Même si le Wicker, selon moi, est déjà pas mal au niveau alternatif, mais bon. Et du coup, ben, c'est à peu près tout. Les TDP annoncés n'ont pas vraiment changé et ces processeurs ne devraient pas forcément consommer beaucoup plus en réalité. Intel a fait des améliorations ici. Du coup, ça veut dire aussi que AMD et Intel sont à peu près au même niveau de consommation maintenant. Enfin, quand on les laisse stock, il y a eu des tests qui montrent que avec AMD, vous pouvez en réalité mettre le mode Eco de certains processeurs, notamment le 7600X, et largement diminuer la consommation et à peine perdre en performance. Ça devrait être intéressant à tester. Si j'ai le temps, je le ferai, mais yep. S'il y en a qui sont intéressés de regarder à ça, en réalité, un 7600X, il y a moyen de le faire consommer moins si vous utilisez ce mode Eco. Donc pour les PC miniatiques, ça peut être intéressant. Ensuite, Intel a aussi annoncé leur nouveau GPU. Donc on avait déjà vu des leaks sur le A770 qui sortira à $329, $349 pour la version limitée. Pas forcément très intéressant pour vous. Et le A350, on ne parle pas d'avion de chez Airbus d'ailleurs.
je viens de le préciser, qui sortira à 289 $, donc des prix très serrés quand même, et aussi des prix assez bas. Pour information, la A770 devrait à prendre avec des pincettes, concurrencer une 3060 Ti de chez Nvidia, et par le passé, il y avait des rumeurs comme quoi elle aurait concurrencé une 3070. Donc, vous voyez que c'est un peu variable. Je dirais que c'est fort probable qu'elle arrive à concurrencer une 3060 Ti. Maintenant, Intel a toujours des problèmes au niveau driver qui vont régler. Au fil des mois, ça va vite progresser certainement. Intel a déjà des drivers depuis de très nombreuses années. Intel est d'ailleurs le plus grand fabricant de GPU, si vous ne savez pas, sur PC fixe, parce qu'il y a des GPU intégrés à tous leurs processeurs. Donc en réalité, ils ont pas mal d'expérience. C'est juste que, bizarrement, cette expérience n'a pas d'éteint sur leur carte graphique dédiée, pour le moment en tout cas. Donc ouais, on verra bien. À mon avis, d'ici quelques mois, ce sera déjà bien meilleur. Et c'est déjà meilleur par rapport à la sortie des Arc A380 que c'était. Oui, il me semble. Et encore une fois, c'est pas un avion que je parle ici. Bref, dans tous les cas, voilà les specs des deux cartes. Donc comme vous pouvez voir, la A370 à 16 Go de GDDR6, qui est quand même pas mal pour une carte à 300 $. On a 512. Alors les specs pure technique, pas forcément à comparer avec AMD ou Intel ou Nvidia. Moi, ce que je regarde plutôt, c'est en général, la consommation électrique a tendance à donner le niveau de performance d'une carte. 225 watts, c'est à peu près la consommation d'une 3070. Donc, si Intel est moins efficace au niveau énergétique qu'Nvidia, ce serait probable, encore une fois, que ce soit au niveau d'une 3060 Ti. Et on a aussi la 350 qui est assez similaire. On dirait juste que c'est une version un peu coupée de la 370. Moi, je prendrais juste une A770. Ça porte à confusion tous ces noms. Plutôt qu'une A750. Mais après, ça dépend des prix. Peut-être que la A750 sera beaucoup moins chère dans le marché européen. On verra bien. Aussi, c'est les prix en dollars. Donc, on verra les prix en euros. Vu que ces derniers temps, nous, dans la zone euro, on se fait... voilà. On a des bonnes surprises avec les prix quand on les voit arriver dans les marchés. Je pense au niveau d'AMD ou même au niveau de Apple ou n'importe qui en fait. Ils ont aussi donné des performances par dollar, ce qui est un indicateur, je suppose, intéressant. C'est en réalité un indicateur que personnellement je trouve assez important. C'est qu'est-ce que je peux en tirer le plus selon mon argent. Mais après, évidemment, ça ne veut pas dire grand-chose quand vous voyez juste un chiffre comme ça. Mais 42% en plus par rapport à une 3060. Et la 350 serait même à 53% de performance par dollar en plus qu'une 3060. En tenant compte que la 3060 coûte assez cher en ce moment. Donc, s'ils ont tenu compte des prix du marché actuel et pas le prix annoncé, c'est certainement pour ça que c'est indiqué comme ça. Et il montre aussi justement que le marché, surtout, le gros du marché est justement avec des cartes au niveau d'une RTX 3060, 2060, au niveau des 300 $. C'est là où les gens, en tout cas avant, achetaient beaucoup de GPU, mais qu'on n'a pas eu beaucoup de nouveautés. Genre Nvidia, AMD n'ont franchement sorti rien d'intéressant à ce segment. Vous avez les RX 6600, les 6600 XT, elles coûtent plus cher que ça. Il y a les RX 6600, pas la plus intéressante. RTX 3060, pas la plus intéressante. Oui, elle est plus performante que la génération d'avant, mais c'est juste de manière marginale. Vous voyez, ils ont fait une petite amélioration. Et puis avec l'augmentation des prix, au final, elle n'est plus à 300 $. Donc, yep. À 300 $, vous avez plus une RTX 3050. Et alors là, on n'en parle même pas parce que c'est une carte qui aurait dû s'appeler RTX 2050, franchement. Donc, yep. Je pense que la stratégie d'Intel ici de viser ce marché-là, il y en a qui disent « Oh, ils sont en retard. Ils sont trop en retard. Ils sont 2 ans en retard. » Ils sont pas en retard. S'ils sortent des cartes qui sont réellement au niveau de puissance d'une 3060 Ti pour 300 $, ils sont exactement là où ils devraient être. Et moi, je ne vois aucun problème avec ça. Moi, je dis même, allez-y Intel. Il y a un marché énorme là. Genre le marché entrée-milieu de gamme, il n'y a rien en ce moment. Allez-y, prenez-le. Faites-vous plaisir. Il y a toujours des gens qui continueront de prendre des cartes Nvidia ou AMD parce qu'ils veulent certaines fonctionnalités. Mais je pense qu'Intel a une offre assez... solide, c'est juste qu'ils ont besoin de fixer leur driver. Au passage d'ailleurs, il y a des cartes custom qui vont sortir évidemment avec ces cartes Intel. Donc voilà à quoi ressemble une carte Acer, oui,
On va peut-être avoir des partenaires un peu particuliers. Là, c'est plus une carte, apparemment, pour évidemment les PC Acer, tenez en compte. Mais le design est surprenant. Vous avez un ventilateur qui souffle de l'air à travers la carte. Ok. Et vous avez un ventilateur blower qui souffle l'air à l'arrière. Ah, très étrange comme design. Y en a qui le trouvent beau. Personnellement, je le trouve juste... On dirait un truc photoshopé, coller des trucs. Genre, on dirait que vous avez photoshopé l'arrière d'une carte normale avec une carte blower. On dirait une carte d'acquisition ici. Et puis vous avez les connecteurs sur le côté. Je suppose. Après, si les performances sont bonnes, moi je ne dis pas non. Hein. Ensuite, on le voyait arriver et ça s'est confirmé parce que Google l'a annoncé. Google va arrêter Stadia. Yep. C'était pas très surprenant. Stadia est évidemment leur service de streaming de jeux vidéo qui n'a pas vraiment eu de succès, on va être honnête. Le plus grand problème, selon moi, avec Stadia, c'est que la technologie était bonne, franchement. Les performances étaient bonnes aussi. C'est juste que vous deviez acheter tout, en fait, dessus. Vous deviez acheter vos jeux ou prendre un abonnement et vous aviez certains jeux gratuits, mais il n'y avait pas grand-chose. Et selon moi, c'est juste ce qui a tué Stadia, en fait. Comparé à ça, leur concurrent, c'est le xCloud Gaming de chez Microsoft. Bien plus de jeux vidéo. Ils ont tout le catalogue de chez Microsoft, justement. Donc c'est bien plus important comme catalogue. Ça permet aussi de jouer à des jeux Xbox sans avoir d'Xbox, et pour certaines personnes c'est un avantage. Vous avez aussi GeForce Now qui permet d'utiliser votre propre bibliothèque de jeux, même s'il y a certains jeux qui ont été retirés depuis. Il y en a toujours beaucoup, beaucoup plus que Stadia. Et vous avez aussi le service de streaming de PlayStation qui marche pas trop mal. Donc il y avait juste trop de concurrents sur le marché, et c'est pas étonnant de voir Stadia juste disparaître parce que il y a pas... Le marché n'est pas non plus méga énorme. Et Stadia avait juste l'offre la plus faible, en fait. Pourquoi acheter des jeux sur une plateforme où que vous ne savez pas le futur? Bonne nouvelle, toutefois, pour ceux qui ont acheté des trucs sur Stadia. Tout sera remboursé. Littéralement, Google a indiqué qu'ils rembourseraient tous les achats de jeux. Ils ne rembourseront pas les abonnements, parce que ça, vous avez payé un abonnement et vous avez eu un service. Mais ils rembourseront les jeux pour... parce que vous avez acheté un jeu que vous ne pouvez plus y jouer maintenant, vous serez remboursé, vous pourrez l'acheter sur notre plateforme du coup. Ce qui est franchement plutôt respectable de leur part. C'est évidemment dommage pour ces personnes-là qui utilisaient Stadia, qui ont acheté certainement peut-être beaucoup de jeux, mais au moins ils récupèrent leur argent et ils peuvent aller sur notre plateforme. En plus, normalement, s'ils remboursent à prix plein, il y a certains jeux qui ont baissé de prix depuis, donc ils pourraient les acheter moins cher en réalité. Donc c'est selon moi plutôt une bonne nouvelle pour beaucoup de gens. Ça veut même dire que certaines personnes ont joué à certains jeux gratuitement, en fait, s'ils ne rachètent pas le jeu. Donc, yep. Je pense que si vous êtes dans ce cas-là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Et je pense que c'est la meilleure façon qu'aurait pu le faire Google. Parce que ça aussi, ça laisse un précédent, vous voyez. Dans le futur, si Google fait un nouveau service, pas forcément de streaming de jeux vidéo, mais un nouveau service qui requiert d'acheter quelque chose de manière digitale et que c'est seulement accessible sur le service de Google, au moins les gens se diront « Ouais, mais tu te souviens, Stadia, ils avaient remboursé. » Donc ça vaut la peine d'essayer parce que si ça flop, ils rembourseront certainement. Et je pense que c'est un bon précédent que laisse Google ici. Bon, à côté de ça, il laisse un mauvais précédent de juste tuer un nouveau service. Un nouveau, mais bon. La technologie Stadia existe toujours d'ailleurs. Pour ceux qui se demandent, ils l'utiliseront certainement pour d'autres applications, mais yep. En attendant, Stadia est mort. Du coup, une petite news en parallèle avec ça, c'est que, si vous vous souvenez, il y avait une manette Stadia qui existait. Et cette manette Stadia avait une fonctionnalité qui lui permettait de se connecter à Internet directement pour réduire la latence. Parce que le problème, c'est que votre manette en Bluetooth se connecte au PC, ça a de la latence. Ensuite, le PC communique avec le serveur. Voilà, vous rajoutez beaucoup de latence pour rien. Là, ils avaient une manette qui se connectait à Internet directement et pouvait éviter tous ces étapes supplémentaires. Et réellement, ça marchait. Maintenant, cette manette, techniquement, ne supporte pas le Bluetooth. Enfin, là, elle a tout ce qu'il faut pour le Bluetooth dessus, hein, mais elle ne supporte pas d'être connectée en Bluetooth à un PC ou autre. Donc, ça veut dire qu'avec la mort de Stadia, cette manette va être inutile en sans fil. Elle est toutefois, il y a certains trucs qui ont dit que « Oh, la manette, ça va devenir de l'e-waste ». Pas tout à fait vrai parce que la manette peut toujours être utilisée en USB. Donc, vous pouvez la brancher à un PC et l'utiliser. Évidemment, certaines personnes n'aimeront pas avoir un câble, mais c'est pas un total e-waste. La manette est toujours utilisable. Maintenant, il y a des gens qui, évidemment, demandent à Google « Hey, permettez-moi d'utiliser le Bluetooth.
permettez-nous de l'activer, faites une mise à jour, on la branche en USB, ça la met à jour, et permettez-nous de justement l'utiliser en sans fil avec nos PC, nos consoles et tout ça. Et je pense que Google devrait le faire. Sinon, c'est juste créer, pas vraiment des e-waste, mais en partie des e-waste quand même, parce que certaines personnes qui jouaient sur télévision, par exemple, là, oui, c'est de l'e-waste. Vous n'allez pas avoir un câble qui va jusqu'à votre sofa, même si, en réalité, moi, je me souviens de l'époque de la PlayStation 2 et tout ça, où j'avais un câble qui allait jusqu'à la manette et que j'avais pas trop le choix. Mais bon, dans tous les cas, ce serait une bonne chose qu'ils fassent ça. Ensuite, on a une news au niveau de Samsung qui a des petits problèmes de batterie. Vous avez les batteries qui gonflent et qui même décollent l'arrière-envers de certains smartphones, jusqu'à des smartphones assez récents en réalité. Vous avez le Galaxy S20 FE ou même le Z Fold 2. Donc c'est vachement récent. Et ça vous certainement fait penser à la fameuse Galaxy Note 7 qui avait évidemment des problèmes de batterie qui gonflaient et explosaient carrément. On n'est pas encore tout à fait au niveau de la Note 7, je tiens à le préciser. La Note 7, ça allait beaucoup plus loin que ça. Mais ici, il y a clairement un problème. Le problème a été touché par Mr. Who's the Boss. C'est un YouTuber anglais qui fait des vidéos surtout sur smartphone. Qui est assez intéressant, je trouve. Il fait surtout le truc que je regarde beaucoup chez lui, c'est les tests de batterie qu'il fait à chaque nouvelle génération de smartphone qui sort. Il fait souvent des tests de batterie, c'est assez intéressant. Dans tous les cas, il a un présentoir avec plein de smartphones qui a été fait par DIY Perks d'ailleurs. Très bonne chaîne que je recommande aussi. Et il a remarqué que certains de ces téléphones Samsung avaient... l'arrière, c'était juste décollé. Et du coup, il a commencé à investiguer. Il a contacté Samsung. Il a renvoyé 3 smartphones à Samsung qui avaient ce problème. Samsung n'a rien dit pendant des mois, du coup. Et du coup, il a communiqué en public. Parce que forcément, quand une marque arrête de répondre en privé... il faut passer en public, et selon moi, c'est la bonne chose à faire. Toujours attendre, vous leur donnez du temps de réponse, mais s'ils ne répondent pas, il faut évidemment passer ici au public pour mettre un petit peu de lumière sur un problème. Et là, il a été contacté par plein d'autres YouTubers. Donc, vous avez notamment MKBHD qui a aussi répondu. MKBHD a trouvé que lui, certains de ses smartphones avaient aussi gonflé. Vous avez aussi... Jerry Rig Everything qui a pu testifier que certaines de ses batteries aussi avaient gonflé, mais lui il croyait que ça venait du fait qu'il les démonte d'une manière un peu brutale des fois, ce qui est compréhensible. Et du coup après ça, il y a aussi beaucoup de gens qui ont posté des commentaires, et personnellement je pensais qu'au début c'était plus un problème peut-être de reviewer, vous voyez, parce qu'ils testent le smartphone et puis ils le mettent dans un tiroir, et il y en a qui vont dire du coup le smartphone n'est pas utilisé, il devrait rien lui arriver, mais pas vraiment. La batterie, il y a des produits, c'est une réaction chimique, les batteries. C'est une réaction chimique qui libère de l'électricité, et pour recharger, vous devez donner l'électricité pour refaire une réaction chimique dans l'autre sens. Le truc, c'est que si vous laissez la batterie rien faire, ça peut faire quand même quelque chose. Il pourrait y avoir peut-être, par exemple, des cristals qui se forment dans la batterie, même s'il n'est pas utilisé et tout ça. Et ça pourrait mener à des situations où ça gonfle si la chimie n'est pas tout à fait correcte. Donc pour moi, ça venait peut-être de là. Et puis après, quand j'ai lu les commentaires, apparemment, il y avait quand même aussi pas mal de shops de réparation de smartphones qui indiquaient que, en général, quand ils ont un smartphone avec une batterie qui a gonflé comme ça, c'est souvent un Samsung. Pas toujours un Samsung, mais souvent un Samsung. Donc visiblement, Samsung a un petit problème avec leur batterie. C'est pas un méga problème, je tiens à le préciser. Ne commencez pas à stresser si vous avez un téléphone Samsung. J'en ai un personnellement. J'ai regardé aussi, j'ai un Galaxy S6. Le Galaxy S6 n'a aucun problème personnellement chez moi, donc voilà. Et peut-être chez vous, si vous avez un vieux téléphone Samsung, vérifiez-le toutefois s'il est dans un tiroir quelque part. C'est à partir des S6 apparemment, donc vérifiez si il n'a pas gonflé ou autre chose. Ça ne fait pas de mal. Maintenant, c'est un problème qui reste quand même niche. Il faut quand même tenir compte que Samsung fabrique énormément de smartphones, donc c'est voué à ce que ces problèmes ressortent au bout d'un moment. Je pense aussi que ça ressort un petit peu plus avec les reviewers, parce que les reviewers ont souvent des smartphones pré-production, vous voyez, ou les premiers qui sortent de la chaîne de production. Donc c'est souvent ceux qui ont le plus de problèmes en réalité.
Samsung fait des ajustements sur leur smartphone, certainement en permanence, au niveau de la chaîne de production. Ils doivent améliorer certaines choses. Donc, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait un peu plus de problèmes avec les premiers smartphones. Mais ça indique aussi les smartphones dès la sortie. Parce qu'eux aussi sont bien souvent les premiers produits. Donc, yep, n'hésitez pas à vérifier. Maintenant, je pense que Samsung, quand même, devrait investiguer réellement, voir d'où vient ce problème-là, en fait. Qu'est-ce qui a causé ça? Avec la Galaxy Note 7, ils ont fait toute une investigation et ils ont trouvé la source du problème. Ici, venez pas me dire qu'ils peuvent pas trouver la source du problème. Ils ont déjà eu 3 smartphones, 3, oui, de Monsieur With the Boss, Mr. With the Boss plutôt. Donc, ils ont de quoi travailler pour investiguer. Qu'est-ce qui est arrivé dans la batterie? Donc là, ce qu'ils feront certainement, c'est démonter le téléphone et ouvrir la batterie dans une chambre où il n'y a pas d'oxygène, comme ça elle ne prend pas feu. Et ils peuvent analyser ce qui s'est passé justement dans celle-ci. Qu'est-ce qui a causé la libération de gaz, certainement, qui a gonflé justement cette batterie. Et ils peuvent regarder s'il y a moyen de le fixer. Et j'espère qu'ils le feront. Et à mon avis, vu que ça commence à prendre de l'ampleur, ça va être fait. Maintenant, si vous avez ce problème-là, il y a des recommandations ici. Et je vous dirais de vraiment les suivre parce que c'est très important. Déjà, très dangereux, une batterie qui gonfle comme ça. Parce que si elle est rompue, s'il y a le moindre truc qui fait un trou dans la batterie ou si elle continue de gonfler et que ça finit par, en quelque sorte, exploser, dès que le lithium va être en contact avec l'air, ça va faire une réaction chimique qui va créer un feu, en fait. Et c'est aussi d'ailleurs un feu qui brûle très chaud, pour information, et qui est très difficile à éteindre. Donc, vous mettez de l'eau par-dessus, ça ne fait pratiquement rien. Vous devez utiliser des produits chimiques pour éteindre ce feu, ou le mettre par exemple dans du sable pour totalement étouffer la réaction. Donc, ce que vous devez faire, c'est n'y touchez pas, ne chargez pas l'appareil, ne tentez pas de l'annuler ou le manipuler, même si ça a l'air bon, hein, et que vous avez peut-être utilisé le smartphone et qu'il a l'air bon. Voilà, évitez. Et du coup, évitez aussi de le mettre à un endroit où ça pourrait être dangereux et essayer de contacter Samsung. S'il est sous garantie, évidemment, là, contactez Samsung. Et déjà même, s'il est hors garantie, Samsung, normalement, garantit ses batteries 5 ans. Pour information, il y a un petit logo quand vous regardez sur les batteries des smartphones qui dit qu'elle est bonne normalement pour 5 ans. Donc, si elle est encore bonne dans les 5 ans, même si vous êtes hors garantie, vous devriez contacter Samsung parce qu'ils sont techniquement responsables. Parce que c'est quand même un produit très dangereux, les batteries au lithium. Donc il y a un peu plus de responsabilité. Ils peuvent pas dire « Oh, c'est hors garantie, votre maison a brûlé, oups !» Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, yep. Si vous êtes au-dessus de 5 ans, plus compliqué. Ce que je dirais, c'est la porter à un magasin spécialisé et faire remplacer la batterie. Eux, ils auront de quoi déjà la détacher correctement. Ils ont le matériel. Ils ont normalement un environnement fait pour, s'il y a un incendie, ils peuvent le gérer. Certainement un seau de sable juste à côté. Et ils pourront démonter la batterie, mettre une nouvelle, et vous êtes reparti, il n'y a aucun problème ici. Remplacer une batterie ne coûte pas si cher, surtout que si elle a déjà popé le verre à l'arrière, en réalité c'est plus facile parce que le verre a déjà popé, donc yep, ça devrait plutôt être facile. Donc n'hésitez pas. Maintenant revenons à du hardware, on a vu les Ryzen 7000 qui sont sortis évidemment, et nous avons aussi les cartes mères B650 qui ont été un petit peu montrées. Elles arrivent toutefois en octobre, pas tout de suite, tenez-en compte, mais elles arriveront très bientôt. Et là, on a des cartes mères de chez MSI, on a aussi celles de chez un petit peu Asus, il y a certainement aussi celles de chez Gigabyte et ASRock qui ont été postées, j'en montre juste vite fait ici. Le truc que je retiens surtout ici, c'est que les cartes mères ont l'air d'être quand même pas trop mal au niveau design. Il y en a qui ont l'air d'être assez haut de gamme. Il y en a certainement qui seront aussi chers que des cartes mères en X670, ce qui est selon moi un petit peu stupide, mais bon. Mais le plus important que vous devez retenir, c'est que, encore une fois, si vous avez une version E, elle supportera pleinement le PCI Express 5.0. Et les versions no E, elles seront en PCI Express 4.0. Et elles auront toutes par contre de la DDR5. Donc je vous conseille de faire attention un petit peu à ça. Évidemment, si vous voulez un truc plus future-proof. Et du coup, mes recommandations vont être certainement, comme d'habitude, vous avez la TUF qui a l'air plutôt intéressante. Et vous aurez certainement la Tomahawk de chez MSI. Qui, elle, devrait être aussi très intéressante, comme d'habitude. C'est toujours celle que je recommande le plus, avec les TUF. Vraiment, pour moi, les deux meilleures séries de cartes mères du marché. Gigabyte aussi en a des très bonnes. Mais j'ai une petite préférence pour les Tomahawk ou les MAG aussi, ainsi que, évidemment, les TUF de chez Asus. Donc, évidemment, il faudra attendre la sortie, voir si elles sont réellement aussi intéressantes.
Il faudra voir aussi qu'est-ce que ça va donner au niveau des VRM. Ça a l'air assez intéressant, mais peut-être certains... comme à chaque fois, toujours faire attention, certaines... C'est déjà arrivé par le passé, je pense à MSI, si vous vous souvenez, avec les cartes mères en AMD X 570 au début, ils ont fait un peu de la merde en fait. Ils ont sorti des cartes mères avec des VRM beaucoup moins bonnes en fait que la génération d'avant, limite. Alors qu'à la génération d'avant, ils avaient fait des très bonnes cartes mères. Donc des fois, certains constructeurs aiment bien se la jouer. Hey, on va économiser de l'argent en faisant moins bien en fait. Gigabyte aussi avait fait la même chose et puis ils se sont rattrapés. Donc là, toujours faire attention. Moi personnellement, j'attends des analyses de cartes mères par des professionnels, des gens qui s'y connaissent en étage d'alimentation et qui vont dire oui, ça c'est un bon étage d'alimentation. Et je verrai bien à ce moment-là. J'espère donc que MSI, Asus, ASRock et aussi Gigabyte et tous les autres constructeurs que sont moins connus, ont bien fait leur devoir et ont fait des bonnes cartes mères. Et j'espère que ces cartes mères en B650 permettront de mettre les plus gros processeurs Ryzen 7000, parce que ça voudrait dire qu'elles seront beaucoup plus future-proof. Donc, yep, on verra bien à ce niveau-là. Ensuite, on a juste un petit leak du Galaxy S23, pas forcément une garantie que ce sera à quoi il ressemble, mais apparemment Samsung enlèverait le caméra bump à l'arrière, mais en réalité il y en a toujours un, vous voyez que les objectifs ressortent, donc c'est un design similaire au Galaxy S22 Ultra, et c'est pas très étonnant. En général, quand ils testent un design sur leur plus grand modèle, ce design finit par être utilisé sur les autres modèles de l'année d'après, donc yep. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de nouveautés, je sais pas si ça va être un téléphone très intéressant, franchement, ça a l'air d'être des améliorations marginales, vous voyez. Il y a toujours une notch, donc toujours pas de caméra sous écran de bonne qualité. Maintenant, le plus intéressant, ce sera de voir aussi juste est-ce qu'il y a des améliorations au niveau caméra. Ça, on peut pas le regarder avec juste le design. S'il y a des bonnes améliorations et que le téléphone a un bon prix, ben, j'ai envie de dire why not. Mais en attendant, yep, pas beaucoup de nouveautés ici. Et enfin, une petite dernière news qui me fait plaisir, même si techniquement c'est ce qu'ils auraient dû faire depuis le début. Apple va revenir en arrière sur le fait qu'il ne voulait pas mettre le Stage Manager, qui est le nouveau système de multitask sur iPadOS. Il ne voulait pas le mettre sur les iPads avant les iPad M1. Maintenant, ils vont revenir en arrière et ils devraient le mettre sur certains des iPads, notamment les iPad Pro 2018 et 2020, qui devraient l'avoir. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'ai un iPad Pro 2020 et que je veux bien justement tester Stage Manager. Maintenant, l'utilisation d'un écran externe sera toujours par contre avec une puce M1. Donc si vous espériez utiliser un iPad comme seul PC au final, il faudra un iPad M1. Mais au moins si vous avez un ancien iPad, vous pouvez au moins déjà avoir un meilleur multitâche. Vous pouvez déjà l'utiliser comme un ordi portable, enfin un peu plus comme un ordi portable. Surtout si vous avez un petit clavier ou autre chose, ça pourrait être intéressant. Si j'ai le temps et surtout si ça sort dans pas trop longtemps, je n'hésiterai pas à tester et vous dire ce que ça donne justement. Est-ce que c'est réellement intéressant? Est-ce qu'il y a une amélioration par rapport à l'ancien système de multitâche? Est-ce que ça vaut la peine par rapport à un ordinateur portable classique? Parce qu'un iPad Pro d'occasion, ça peut être pas mal au niveau prix. Et c'est un appareil qui dure très longtemps au niveau batterie et qui est pas mal optimisé franchement. Vous avez même un écran 120 Hz sur les bons iPad Pro, donc... ça peut être assez intéressant comme appareil mobile pour prendre des notes pour l'école. Encore une fois, vous avez des versions d'occasion qui sont assez abordables, même par rapport à un ordinateur portable. Donc ça pourrait être intéressant. Et sur ce, on va rester là pour ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. On se retrouvera pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao ciao.